à tous. Donc on a vu avec Paul Veyne que le but de cette science qu'est l'histoire, c'est de chercher à être objective pour justement avoir une prétention à la vérité. Une vérité objective, c'est-à-dire commune et partagée par tous. Mais comme l'histoire n'est pas une science comme les autres, mais justement une science humaine, eh bien elle doit aussi intégrer une composante extrêmement importante et assez délicate, la subjectivité. Attention, il ne s'agit pas d'une subjectivité individuelle et personnelle, où l'historien va être pris de pitié pour un personnage, parce que sinon le travail historique ne va toucher que lui-même et que les proches, voilà, qui ressentent un peu les mêmes émotions. Non, le but, c'est une subjectivité qui doit être compatible et coextensive à l'objectivité nécessaire de toute science. Ce serait une subjectivité qu'on pourrait qualifier de philosophique, il faut bien noter ça. Et pour reprendre une expression de Paul Ricoeur dans Histoire et vérité, une subjectivité de haut rang. Voilà, il s'agit en fait non pas de se mettre à la place de cet individu parce que j'arrive à ressentir ses émotions, mais de se mettre à la place de cet individu en tant qu'être humain. Voilà, rappelez-vous de cette phrase de Terence, « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Que par conséquent, l'objet que j'étudie, qui est un peu particulier, eh bien, il est comme moi, c'est un être humain. Et donc je dois comprendre ses motivations, non pas parce que moi, en tant qu'individu, je les partage, mais parce qu'elles font partie de l'humanité, et que donc on est forcé, à un moment donné, de se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve justement ce rapport-là à la subjectivité philosophique, une subjectivité qui serait universelle, il s'agirait de se mettre à la place de l'être humain en tant qu'être humain, dans la distinction qu'on a déjà vue d'Iltésienne dans l'introduction aux sciences de l'esprit entre expliquer et comprendre. Voilà, expliquer, c'est le domaine de la physique, comprendre, la compréhension, c'est une méthode très particulière qu'on trouve dans l'histoire et qui est propre à sa subjectivité intrinsèque. Voilà, par exemple, un historien qui va essayer d'étudier, je ne sais pas moi, un guerrier, une momie qu'on va retrouver dans une montagne, eh bien, la physique va expliquer les causes en étudiant avec une datation au carbone 14, en retraçant justement l'épopée de ce guerrier, en étudiant les tissus osseux, les tissus musculaires pour essayer d'étudier son alimentation. Mais à un moment, voilà, cette science-là, elle va s'essouffler. L'explication, l'objectivité pure, va s'essouffler. L'historien, il doit être dans une subjectivité, il doit être dans la compréhension. À un moment donné, il va se mettre à la place de ce guerrier, c'est de comprendre le fonctionnement de sa culture, du système culturel auquel il appartenait, pour essayer de comprendre justement son départ et puis sa mort précipitée dans cette montagne. Et donc il va essayer de comprendre ses motivations. Et c'est pas simplement une sorte de geste altruiste, c'est aussi heuristique, ça permet de faire des découvertes et ça a une valeur démonstrative. Et à ce sujet, j'aimerais vous présenter, alors c'est un historien contemporain qui est vachement intéressant, spécialiste de la guerre, c'est un Américain, californien, et dans le modèle occidental de la guerre, il va faire une découverte, vraiment une découverte qu'on pourrait qualifier de scientifique, mais pas du tout avec de l'explication, simplement avec de la compréhension. Voilà, on s'est toujours posé la question suivante, pourquoi les fantassins grecs, les hoplites, avaient des armures et des armements de 40 kg. Et comment était-il possible qu'ils puissent les transporter pendant de longues batailles? Comment ils pouvaient courir avec? Eh bien, on a essayé d'expliquer, on n'a jamais réussi. Et en fait, Victor Davis-Hanson, de manière très stratégique et intelligente, il va être dans la compréhension. Il va faire l'expérience humaine de ces armements lourds, de cette armure, pour essayer de voir si effectivement les fantassins grecs de l'Antiquité étaient vraiment capables de les porter ou s'il ne s'agit pas davantage d'un mythe. Et il va proposer, dans le cadre de l'université, de refabriquer donc des répliques d'armures de 40 kg. Et il va les donner à des sportifs en les soumettant à des exercices physiques. Et on va constater très vite que les sportifs seront incapables de porter ces armures et que par conséquent c'est impossible. Et que donc cette idée que le fantassin grec c'est un homme très musclé qui porte 40 kg d'armement, eh bien c'est un mythe plus qu'une réalité. En fait on a mythifié la figure du hoplite, notamment dans la bataille de Marathon avec les hoplites athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ. E quando mi vedrai. Crois-tu en la destinée, Néo? Non, Et pourquoi? parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Je vais vous confier un grand secret. Être l'élu, eh bien, selon moi, c'est un peu comme être amoureux. Jamais on n'est averti quand on est amoureux, on le sait. Du cœur aux couilles, des muscles à la moelle des os. Bien.
Il faut que je vous examine. Ouvrez la bouche et dites A. Ah. Bon, voyons. Là, normalement, je dois dire... voilà qui est intéressant, mais... Et là, vous dites... Mais quoi? Mais vous savez depuis longtemps ce que je m'apprête à vous dire. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Donc dans ce bon film des sœurs Wachowski qui s'intitule Matrix, on découvre l'histoire du sauveur de l'humanité, le Jésus-Christ de la matrice, Neo, dont le but est de libérer les cerveaux humains et les sociétés du contrôle de l'IA à travers cette arme puissante qu'est la matrice. Mais on se rend compte de ce but, de ce destin de l'humanité et de ce destin de Neo seulement à la fin, lorsqu'il est accompli. Donc c'est un peu le paradoxe de ce film, c'est qu'il faut attendre la fin du film pour savoir que Neo était effectivement l'élu. Parce que tout au long du film, le spectateur ne fait que douter. L'oracle va à un moment s'adresser à Neo et lui dire secrètement qu'il n'est pas l'élu, contrairement à ce que pense avec beaucoup d'espoir le hacker Morpheus. Et Neo va douter souvent de ses capacités, il va même être amené à se sacrifier à un moment. Donc voilà, c'est vraiment à la fin qu'on apprend que Neo est l'élu. Donc il faut attendre la réalisation du but pour savoir qu'il y avait un but. C'est à ce moment-là qu'il y a une révélation. Eh bien, c'est ce modèle-là, je pense qu'on peut l'appliquer aussi à l'histoire humaine. L'histoire a-t-elle un but? Se dirige-t-elle vers un but? Eh bien, on pourrait considérer que l'humanité a un but, qui a une direction, mais qu'on n'est pas encore capable de se rendre compte parce que précisément on n'a pas réalisé ce but, comme dans le film de Matrix. Alors, quel serait ce but? Quelle serait cette direction? Voilà, s'agit-il d'un but que l'homme se fixe à lui-même et qu'on est en train de découvrir, comme le progrès technique? On pourrait dire oui d'une certaine manière, c'est un progrès de la rationalité technique. Mais on pourrait ajouter un progrès de la rationalité morale, comme le présuppose aussi Emmanuel Kant dans son idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, à la proposition 9. Selon Emmanuel Kant, il y aurait un dessein, alors attention à l'orthographe EIN, un dessein de la nature, un plan caché. Caché, c'est très important, comme l'élection de Neo dans le film de Matrix. Et le but, ce serait l'accomplissement de la faculté morale de l'homme. L'homme est une créature morale, qui sait faire une distinction entre le bien et le mal, et qui sait se représenter cette distinction. Eh bien, son but, c'est d'avancer dans la voie du bien, dans la voie de la morale, et d'écarter la voie du mal et du vice, qui est plutôt liée à son animalité, qui l'attache, qui le rive au sol. Et le progrès de l'humanité va dans ce sens-là, dans ce que Kant appelle la réalisation d'une constitution civile parfaite, ou d'une paix perpétuelle, où la guerre n'existe plus, où l'homme est citoyen du monde et où la morale en fait devient une loi, où le respect au sens kantien du terme, rappelez-vous, et où la dignité n'ont pas besoin d'être déclarées dans des articles parce qu'elles sont naturelles. Voilà, elles coulent de source, elles sont évidentes. Alors vous allez me dire, oui, il est bien gentil, mais c'est pas trop ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, dans l'humanité, il y a des hauts et des bas. On peut pas parler d'une progressivité. Je veux dire, quand on construit une maison, eh bien, chaque jour, on voit que ça progresse, que la maison commence à prendre forme. Mais l'humanité ne prend pas forme, elle ne progresse pas. Il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être une guerre qui disparaît, mais elle va réapparaître sous une autre forme, à une autre époque. Donc c'est plutôt la répétition du même, et non pas une progressivité. Mais en fait, c'est parce que nous sommes prisonniers de nous-mêmes, et de notre vision du monde. Nous ne voyons pas ce qu'il faut voir, et nous voyons ce que nous désirons simplement voir. Et ce que l'homme désire voir, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'absence d'obstacles et de conflits. C'est une paix qui ne fait pas progresser. C'est, comme le dit Kant, une paix d'Arcadie, comme les bergers d'Arcadie qui sont, ils sont tout contents et tout gentils ensemble, mais ils ne développent pas leurs facultés. L'homme doit se confronter à l'extériorité, à la rivalité, au conflit, pour sortir de lui-même et progresser. C'était aussi l'enseignement de la proposition 4 avec l'insociable sociabilité. C'est dans la lutte avec l'autre que l'homme peut développer ses propres facultés, et pas dans la solitude et la tranquillité et la paix, une paix monotone et ennuyeuse. Voilà, on peut prendre cette image-là, on peut dire que l'homme est un arbre dont le bois est sinueux qu'il est difficile de tailler quelque chose de droit. Mais avec le temps, on arrivera à le redresser.
C'est ainsi dans la nature raisonnable de l'homme que se dessine son historicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est une créature qui possède cet attribut particulier qu'on appelle la raison et qui le rend perfectible, pour ne pas dire parfait. Parce qu'il y a une distinction fondamentale que vous devez maîtriser pour les études supérieures et pour votre vocabulaire aussi, entre perfectibilité et perfection. Que signifie la perfectibilité? Ça veut dire que l'homme ne possède d'autres limites que celles qu'il se fixe lui-même. Et que donc le progrès de l'humanité ne se fait pas dans une génération ou même dans un individu, mais plutôt au fil des générations. Ce qui apparaît avec un individu ne meurt pas avec lui. La perfectibilité est donc littéralement un progrès intergénérationnel. Kant va comparer ainsi l'accomplissement moral de l'homme, cette quête cachée d'un monde où la paix serait perpétuelle et un monde moral, à un édifice où chaque génération travaillerait industrieusement à sa construction, mais dont seule la dernière pourrait jouir et que seule la dernière pourrait habiter. Alors que chez l'animal, qui possède un attribut qui est l'instinct, eh bien, elle ne possède pas la perfectibilité, mais bien davantage la perfection. Il n'a pas besoin de plus qu'une petite somme d'action pour survivre. Et donc, il a besoin de rien transmettre, puisqu'il possède déjà tout à la naissance. Voilà, on peut prendre l'image, par exemple, de ce plongeon qu'utilisent parfois les renards pour chasser les mulots sous les feuillages ou sous la neige. Eh bien, ça fait des millénaires que les renards sautent de la même manière. Voilà, et parce qu'ils n'ont pas besoin de plus, parce que c'est utile pour survivre. Et on constate que les renardeaux n'apprennent pas littéralement à maîtriser ce geste technique, puisqu'en fait, ils le possèdent déjà instinctivement dans leur nature. Et on peut constater que les renardeaux vont plonger immédiatement la première fois, parce qu'ils ne font qu'exprimer leur nature, leur instinct. Ils n'ont pas besoin d'apprendre littéralement et progressivement le geste de plongeon, parce qu'ils le maîtrisent déjà. Donc, l'animal ne possède pas d'histoire. Il n'y a pas de progrès historique de l'animal, il n'y a pas de civilisation animale. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on peut dire que les animaux évoluent. Alors là, distinction extrêmement intéressante entre le progrès, propre à l'histoire, et l'évolution, propre à la biologie. Effectivement, les animaux, alors au bout de très longtemps, évoluent. Mais qu'est-ce qui évolue? Et pourquoi l'évolution n'est pas un progrès? Parce que l'origine de cette évolution, c'est pas l'animal, mais c'est plutôt les circonstances extérieures et la nature. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc ce qui va évoluer, c'est en fait l'instinct qui va être configuré de manière différente, qui va intégrer une nouvelle action, ou qui va changer une ancienne action. Et donc on va appeler ça de l'évolution, comme l'apparition d'une nocelle sur l'aile d'un papillon. Mais ce n'est pas le papillon qui va décider lui-même qui va être à l'origine de cette évolution. C'est lié au hasard des circonstances et de la sélection. L'homme aussi évolue. Voilà, on s'accorde à dire de manière un peu amusante que dans des milliers d'années, l'homme n'aura plus de petits doigts parce qu'il n'en a pas besoin avec les chaussures, ou que nos mains seront adaptées à l'informatique et au clavier. Voilà, bon, ça c'est de l'évolution qu'on ne maîtrise pas. C'est le corps biologiquement qui évolue selon les circonstances et les paramètres extérieurs. Mais ce qui distingue fondamentalement le progrès historique de l'évolution biologique, c'est que l'homme est à l'origine du progrès historique. Il en est le maître. Ainsi, vous comprenez qu'en un sens ontologique, l'histoire n'est pas simplement un déroulement aveugle qui se fait au gré des circonstances, mais bien plutôt un développement, le développement de quelque chose dont le but est l'accomplissement de cette finalité de l'homme, la destination morale, voilà, l'avènement d'un monde moral. Mais ce sens ontologique va permettre aussi de configurer le sens épistémologique de l'histoire. L'histoire non plus en tant que fait, mais en tant que récit, l'histoire de l'historien. Ainsi, de manière originale, Kant va proposer une distinction, à la fin de la proposition, entre deux types d'approches de l'historien. L'historien historien et l'historien philosophe. L'historien historien, c'est un historien qui va simplement se concentrer sur le détail, sans prendre conscience de l'intégralité des événements et de l'intégralité de l'histoire. Voilà, il va étudier vraiment de manière factuelle et technique une période historique. C'est tout. C'est un peu comme un spectateur qui, devant le film de Matrix, va étudier, sans avoir vu l'intégralité du film, va étudier une scène de manière technique, mais sans la relier à l'accomplissement du film, à son but et à sa fin. Voilà. L'historien philosophe, eh bien, il a quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il va étudier le détail, mais par rapport à l'ensemble, à ce postulat
de la raison, qui est l'accomplissement moral de l'homme, par rapport à ce fil conducteur qui est le progrès moral de l'homme. Et donc, c'est par rapport au spectateur, c'est comme un spectateur philosophe qui va regarder Matrix. Mais en ayant connaissance de tout le film, et donc de l'élection de Neo et de sa réussite pour sauver le monde, ou du moins en la postulant, eh bien, il va pouvoir étudier la scène en la connectant à l'ensemble du film et en y décelant déjà les signes de la réussite de Neo. Voilà, il va considérer la partie non pas simplement en tant que partie distincte des autres, mais en tant que partie qui est inhérente à un tout. Le tout est antérieur à la partie. Le but moral de l'homme est antérieur à l'accomplissement de son histoire. Et donc l'historien philosophe, il va justement faire la connexion entre la partie et le tout, entre telle période historique et le fil conducteur dont le but est l'accomplissement, le progrès moral. So when you see me on your block with 2 blocks screaming fuck the world like Tupac, give a fuck, talking this shit behind my back. Petit complément, on se propose de revenir, comme d'habitude, sur la réflexion de Emmanuel Kant dans la proposition 9. Alors on ne peut pas affirmer de manière ferme la position de Kant. Lui-même reconnaît humblement qu'il s'agit d'un postulat, d'un idéal régulateur de la raison. Et en fait, on ne peut pas connaître le but tant qu'il n'a pas été accompli. On ne peut pas savoir que Neo est l'élu tant qu'effectivement il n'a pas sauvé le monde à la fin du film. Donc il faut attendre, d'une certaine manière. C'est un peu une solution de facilité. On peut aussi reconnaître de manière humble que l'histoire avance aveuglément, au gré des circonstances, sans aucun but caché. C'est une possibilité qu'il faut reconnaître. Voilà, j'aimerais maintenant vous poser une petite question ludique. Peut-on déceler, pourquoi pas, des signes d'un progrès moral dans l'histoire humaine? Voilà, il y a vraiment un problème entre le progrès technique et le progrès moral. C'est-à-dire que le progrès technique, il se présente comme un patrimoine qui est matériel. Voilà. L'inventeur va écrire sa théorie dans un manuel, il va garder une machine, il pourra léguer ça à la postérité, à la génération suivante. Donc la transmission va être facile parce qu'elle se fait sous la forme d'une trace matérielle. Mais le progrès moral, qui consiste en l'enseignement de valeurs, de conduite, eh bien, on ne peut pas laisser dans un coin une valeur pour la génération suivante. Il faut faire l'effort de transmettre les valeurs au sein de l'éducation et aux générations qui arrivent, aux enfants. Donc il faut réactualiser à chaque fois l'éducation morale. Il faut être soi-même vertueux. Voilà, donc c'est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus ardu que pour le progrès technique. Parce qu'à chaque fois, il faut recommencer d'une certaine manière et sans cesse enseigner la morale au sein de l'éducation. Néanmoins, on peut considérer, pourquoi pas, dans l'histoire humaine, du moins l'histoire occidentale, qu'il y a un progrès au niveau de la morale. C'est pas, bon, par exemple, l'abolition de l'esclavage, où on ne considère plus personne de couleur comme une personne inférieure, eh bien, c'est un progrès moral extraordinaire. La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un progrès, quand même, où on reconnaît que les pays doivent être considérés comme des personnes morales ayant des droits intrinsèques et dignes de respect. Où on reconnaît que la solution militaire n'est pas une solution, mais doit être utilisée en ultime recours. Il ne faut pas faire la guerre, il ne faut plus faire la guerre, mais il faut privilégier la voie pacifique. Donc il y a une forme de progrès. Certes, je le reconnais, il est peut-être lent, parce qu'à notre échelle individuelle, il est lent. Mais à l'échelle de l'humanité, eh bien, en fait, il n'y a pas de question de lenteur ou de rapidité. Il doit se faire. Donc il y a quand même, d'une certaine manière, un progrès moral. Voilà. On pourrait appliquer aussi cette idée de manière un petit peu amusante, cette idée d'un plan caché, d'un destin, d'un but à accomplir, aux individus, voilà, à vous et à moi. Peut-être que nous avons tous un but à accomplir, un chemin à parcourir, mais que nous ne le connaissons pas. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas connaître le chemin à parcourir pour pouvoir correctement le parcourir. Comme Néo doit précisément, selon les paroles de l'oracle, ne pas connaître qu'il est l'élu pour devenir l'élu. Parce que sinon il va se perdre, il va être troublé, il va être incertain. Voilà, en fait, il ne doit pas connaître son chemin, il doit le parcourir. Et on pourrait considérer effectivement que nous avons un chemin à parcourir, mais que ce chemin à parcourir n'est pas celui que nous désirons, ou celui que nous attendons. Voilà, les grands hommes, vraiment, ont eu des chemins généralement assez particuliers, qu'ils ne désiraient pas forcément, pour devenir ce qu'ils sont devenus. Voilà. Rimbaud aurait-il été le grand poète qu'il est maintenant s'il n'avait pas cherché toute sa vie à fuguer, à fuir, s'il n'avait pas été inspiré par les sentiers qu'il parcourait, parce que voilà, il faut savoir que ces poèmes ont été écrits grâce à ces fugues dans la nature, grâce à ces semelles de vent, comme on dit. Voilà, Nietzsche aurait-il été le grand philosophe qu'il est
s'il avait, comme il le désirait, eu une grande carrière universitaire, ou s'il avait eu un succès dans la musique, dans le domaine de la musique, eh bien, on peut en douter. Voilà, parce que c'est vraiment sa dernière maturité, où il était dans la souffrance et il marchait longtemps dans la forêt. C'est dans cette période-là où il a eu une lucidité, il a pu écrire ses grandes œuvres philosophiques. Voilà, donc vraiment, il y a cette idée que nous avons peut-être un plan caché, un destin, mais que la nature, ou une intelligence divine, sait mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Et nous ne voyons pas ce qu'il faut voir, mais bien souvent nous voyons ce que nous désirons voir, et ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Voilà, bon, c'est vraiment une ouverture. Terminons maintenant par un petit exercice ludique. Alors c'est une question que je vous soumets. Selon vous, l'histoire humaine a-t-elle un but? Voilà, vous pouvez me soumettre vos réflexions, ça me ferait plaisir de les lire. Et ensuite, vous pouvez, pourquoi pas de manière narrative, me proposer une utopie ou une dystopie, ou un récit sur le monde de demain, voilà, dans des milliers d'années. À quoi ressemblera l'humanité dans des milliers d'années? Vous avez peut-être des idées, des réflexions chez vous, vous amusez, vous avez peut-être des théories. Eh bien, vous pouvez me les partager. Voilà, je vous remercie. Mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que non les braves j'en aime pas que l'on